qu'est-ce qui a tapé plus dans ton oreille? C'est plus Mavericks au Maroc, enfin. T'es qui, Hamid? Comment tu as su exactement qu'il y avait un besoin? Est-ce que tu as discuté avec un chef d'entreprise à qui tu as pitché le projet et qui t'a dit ouais, le besoin existe, on a besoin de ça et ça et ça? Et selon les statistiques, construire une vraie belle société, ça prend entre 5 et 7 ans. Le Hamid de 14 ans ou de 12 ans, il en pensait quoi? Est-ce qu'il voulait être entrepreneur? Ce qui est intéressant, c'est que le Maroc peut être un vrai pied-à-terre pour se lancer partout en Afrique. Et longue vie Moroccan Mavericks. Marhaba, marhaba, et marhaba. Bonjour. Bonjour Ahmed, bonjour Anouar. Hello, bonjour. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier tous nos nouveaux auditeurs ou toutes les personnes qui nous ont follow, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, etc. Donc, c'est notre premier épisode. Donc, bonjour à vous. Et merci beaucoup d'avoir en quelque sorte cliqué sur la vidéo ou autre pour venir suivre ce tout premier épisode avec du coup monsieur Hamid Sharqawi, fondateur de Crypter. Heureux d'être avec vous aujourd'hui. Moi je me présente, je m'appelle Ahmed et Anwar, on va être les hosts un peu de ce podcast. Anwar, on commence. Moi tout d'abord je voudrais du coup te remercier de nous avoir fait confiance parce que du coup c'est notre premier coup et voilà, c'est un honneur pour nous et aussi d'en savoir plus sur votre parcours, sur ton parcours et sur aussi cet engouement que tu as envers l'entrepreneuriat. Et c'est aussi le fait qu'on t'a vu et qui nous a aussi inspiré et ton parcours qui nous a inspiré aussi pour aussi t'inviter. Et voilà, tu as accepté l'invitation et on te remercie. J'ai bien aimé le nom Moroccan Maverick. Ouais. Il y a une petite histoire derrière. Il y a une petite histoire derrière. Si tu veux, au tout début, on en parlait un peu en rigolant. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas longtemps, il y a un peu moins de 6 mois, on a commencé à travailler en quelque sorte dans l'écosystème startup, l'écosystème VC. Et on s'intéressait de plus en plus à ce qui se faisait au Maroc en termes de startup, d'entrepreneuriat. Qui sont en quelque sorte les entrepreneurs marocains aujourd'hui, même à travers le monde, la diaspora, etc. Voir un peu ce qui se passe dans tous ces sujets-là. Et petit à petit, on s'est dit, ça serait intéressant d'avoir leur retour d'expérience, d'avoir leur avis et s'intéresser à ces personnes, que ce soit du coup start-upers qui viennent de commencer leur aventure, start-upers qui ont de l'expérience, ou sinon plutôt des investisseurs qui font du give back à l'écosystème, etc., qui viennent et ils investissent dans des startups, et s'intéresser à tous ces types de personas pour creuser tout ça, essayer de voir, parce que je pense que c'est un puits d'informations et un puits de richesse culturelle. Et, Donc on s'est dit qu'on y va et on essaie de faire ça. Super idée, bravo en tout cas. Surtout on a remarqué qu'il n'y avait pas vraiment ça dans le milieu. Il fallait aussi mettre la lumière sur les Moroccan Mavericks. Ouais. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui a tapé plus dans ton oreille? C'est plus Mavericks au Maroc, Les deux. Ouais. Moi, je suis marocain d'origine, donc on le reste à vie. Et moi, je suis né au Maroc et je suis arrivé tout petit en France. Je suis arrivé à l'âge de 5 ans et demi. Donc, on garde un vrai lien très fort. Donc, je garde un attachement particulier marocain et puis Maverick aussi, donc les deux. Ouais. Parce que voilà, quand on est entrepreneur, on a envie de foncer, on a envie de faire des millions de choses. Et c'est une énergie qu'on trouve au Maroc, qu'on trouve en France. Donc, c'est le fait de lier les deux mots sont hyper intéressants. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit au Maroc ou que ce soit en France, c'est qu'on est en capacité d'entreprendre quasiment partout grâce à la digitalisation aujourd'hui. Donc, on peut être entrepreneur au Maroc, on peut être entrepreneur en France, on peut être entrepreneur au Maroc et lancer une start-up qui va aller au niveau mondial, et on peut être entrepreneur en France et lancer une start-up qui va aller travailler avec le Maroc. Ouais. Donc ça, je trouve ça fantastique. Excellent. Ouais. Ok. Si tu veux, pour quand on commence avec les bases, etc., t'es qui, Hamid? Présente-toi, plutôt ton parcours professionnel. Comment ça se fait que, du coup, nom, prénom, et aujourd'hui, du coup, t'es fondateur d'une startup qui est Crypter? Alors, je suis qui? Écoute, moi, je vais me présenter dans les lignes. Donc, moi, je m'appelle Hamid Sharqawi. Donc, j'ai 45 ans aujourd'hui. Je suis le papa de deux magnifiques enfants qui sont deux startups qui pivotent tout le temps, donc qui me donnent une énergie exceptionnelle. J'ai cofondé une startup qui s'appelle Crypter, qui est spécialisée dans la cybersécurité.
Nous, on a une solution d'authentification as a service. Qu'est-ce que ça veut dire derrière cette expression? C'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes un site web, que ça peut être un site e-commerce, un logiciel SaaS, soit vous allez décider de coder vous-même votre authentification, ce qui peut nécessiter d'avoir des compétences en interne, de développer une solution d'authentification qui soit sécurisée, qui soit scalable, maintenable dans le temps. Donc ça peut parfois être très compliqué, notamment quand on va développer une startup qui va grossir très très vite avec un grand nombre d'utilisateurs. Donc nous, ce qu'on permet de faire tout simplement, donc c'est avec quelques lignes de code implémentées dans l'application que vous allez développer, vous allez pouvoir déployer toutes les stratégies d'authentification que vous avez besoin. Donc on a des stratégies d'authentification sans mot de passe, inscription et connexion sans mot de passe grâce à ce qu'on appelle le Magic Link, inscription avec mot de passe, login password, donc là une inscription plutôt classique avec détection de vol de mot de passe, et on est aussi spécialisé en authentification B2B, parce qu'un logiciel SaaS, quand il va travailler avec une grande entreprise, elles ont aujourd'hui des exigences en termes de sécurité, notamment de déployer ce qu'on appelle la connexion SSO, Single Sign-On, qui va permettre aux employés des entreprises de se connecter avec leurs identifiants professionnels dans le logiciel qu'ils vont utiliser. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. On accompagne vraiment les SaaS et les sites web à avoir la meilleure authentification, la plus sécurisée, avec la meilleure expérience pour leurs utilisateurs. Moi, j'avais du coup, une question. Ouais, j'ai vu sur. Du coup, on avait bien vérifié le site et on a fait le tour un peu. Et j'ai vu que sur les photos, par exemple, pour les SaaS utilisés par les clients, du coup, ils rentraient que leur adresse email et il n'y avait pas du coup de mot de passe. Et est-ce que cette adresse email, est-ce que ce SaaS est lié à l'ordinateur du salarié? Forcément, parce que du coup, n'importe qui peut avoir l'adresse mail et peut accéder aux applications du salarié ou Alors non, c'est uniquement lié sur ton ordinateur, Okay. à toi, sur le navigateur Okay. sur lequel tu vas utiliser la solution. Et en fait, on a une solution qui s'appelle Cryptor Passwordless, qui va te permettre de t'inscrire et de te connecter sans mot de passe. Donc il suffit d'aller sur le site, de mettre ton adresse email, tu vas recevoir un lien de connexion que tu vas recevoir dans ta boîte email. Par contre, tu vas aller dans ta boîte email, tu vas cliquer dessus, mais c'est uniquement sur le navigateur sur lequel tu as demandé la connexion. Ce lien ne peut pas être forwardé et être utilisé sur un autre ordinateur. Donc c'est uniquement sur le navigateur sur lequel tu as demandé la connexion. Ok, très clair. D'accord, excellent. J'avais juste une petite remarque. Ça fait du coup maintenant 3 ans que tu as. 3 ans, oui, c'est en 2020 que tu as fondé Cryptor. Donc je pense que là, tu as quand même pas mal d'XP en quelque sorte dans tout ce qui va être cybersécurité, surtout spécifique à cette solution-là. Mais il y a un truc qui m'a pas titillé, mais genre j'étais intéressé d'avoir ton avis là-dessus. Toi, avant, tu n'as jamais travaillé dans la cybersécurité ou. Quand même, la cybersécurité, c'est un sujet qui est considéré deep tech aujourd'hui par la BPI et par pas mal d'organismes, etc. Donc, comment ça se fait que du coup, avec ton parcours professionnel, qui est un très très beau parcours professionnel, tu as géré pas mal de choses et je pense que tu as déjà fondé d'autres startups auparavant. Mais donc, comment avec ce parcours professionnel, tu es venu du jour au lendemain et tu t'es intéressé à la cybersécurité, qui est un sujet deep tech finalement? Alors on va dire que c'est une histoire qui est intéressante. Alors moi, je vais parler d'un format qui m'intéresse beaucoup, qui sont les Startup Weekend. Je ne sais pas si vous connaissez les Startup Weekend. Ça a été développé par Techstars. C'était très très, on va dire à la mode entre 2014 et 2019 à peu près. Donc en fait, on vient le vendredi soir. Ça peut être dans une école de commerce. On se rejoint tous ensemble. En fait, on va pitcher une idée. Donc en général, il y a une centaine de personnes et on va sélectionner les 10 idées les plus intéressantes et on va monter des équipes. Et vous avez 54 heures pour tester une idée de start-up, la développer. Donc vous allez créer une petite team et le dimanche après-midi, vous allez pitcher devant des investisseurs, vous allez pitcher devant des mentors, des entreprises, etc. Donc c'est hyper intéressant pour tester des idées, pour rencontrer d'autres personnes et ça permet en 54 heures d'aller très très vite et quasiment de créer une mini start-up. Donc j'ai fait énormément de start-up week-end, j'ai passé beaucoup de nuits blanches certains week-ends. Ça a été hyper intéressant et dans ce cadre-là, en fait, j'ai fait la rencontre d'une personne qui m'a fait aimer la cyber et la tech et qui m'a mis en relation avec un organisme qui s'appelle la SAT. En fait, en France, ce qui se passe d'hyper intéressant, je pense aussi au Maroc, on a beaucoup de technologies qui sont développées dans les universités, dans les centres de recherche. Ces technologies, elles restent sur étagère, parfois, parce que les chercheurs, ce n'est pas leur métier, ils ne savent pas amener une technologie sur le marché. Et la France a développé un organisme qui s'appelle la SAT et qui va récolter toutes les belles technologies qu'il y a sur étagère dans les universités et qui va chercher des cofondateurs, en fait, plutôt business, savoir comment emmener une idée sur le marché. Et je suis devenu un rat de laboratoire. Donc j'ai passé, avant Cryptor, j'ai passé quasiment 1 an et demi
à échanger avec 2 cryptographes experts en cryptographie et en cybersécurité qui m'ont fait tomber dedans et qui avaient développé un brevet, donc un protocole cryptographique ultra sécurisé qui permettait de sécuriser l'authentification des objets connectés. Et ils ont développé ce protocole cryptographique pour sécuriser l'authentification pour les objets connectés. Donc on a passé 1 an et demi avec cette équipe de recherche, avec mon associé, à vraiment comprendre le protocole de cybersécurité qu'ils avaient développé, de comprendre ce marché-là. Et c'est là qu'on a décidé d'aller dans cet écosystème-là. Donc avant vraiment la création de Cryptor, on a quand même passé 1 an et demi à explorer les différents sujets et à pouvoir y venir. Ok, d'accord. Et donc du coup, mais cette équipe-là, elle fait partie de Cryptor aujourd'hui ou c'est une solution que genre vous achetez en quelque sorte la technologie auprès d'eux? Alors nous, on n'a pas été au bout du processus avec eux parce que le marché des objets connectés n'était pas forcément le marché sur lequel on avait envie d'être. On voulait plutôt sur le marché des sites web et des applications mobiles pour les sécuriser, parce qu'on s'est aussi rendu compte que là, il y avait un gros enjeu en termes de sécurité des authentifications, notamment sur les vols de mots de passe. Il faut savoir que aujourd'hui, en fait, il y a 60% des internautes, nous-mêmes on peut en faire partie, qui utilisent le même mot de passe pour tous leurs comptes en ligne. Et un internaute à peu près 150. Et les internautes, ils ont à peu près 150 à 200 comptes en ligne. Donc vous imaginez, si j'attrape ton mot de passe à noir, je peux aller le tester sur plein de sites web, je peux acheter des choses en ton nom, je peux récupérer des documents d'identité. Et donc on a aussi 80% des brèches de données qui sont issues de vols de mots de passe dans les entreprises. Donc ça peut aller vers des risques de sécurité et des enjeux en termes de coûts qui sont énormes. Et donc, nous, on a lancé un premier produit qui s'appelle Cryptor Passwordless avec pour objectif de permettre une inscription et une connexion sans mot de passe, d'où notre premier produit. Et ensuite, le marché nous a fait évoluer pour aller vers de la connexion SSO et vers des solutions d'authentification B2B pour les logiciels SaaS qui vont les aider à être en compliance avec les exigences de sécurité attendues des grandes entreprises. Donc, c'était le programme qui t'a inspiré, c'était pas ton parcours professionnel, il y avait pas... Moi j'ai vu que tu étais chez Aegis. Ouais. Je veux savoir si... Ouais. Écoute, c'est une très belle expérience. Aegis, c'est une filiale de la Caisse des dépôts. Donc la Caisse des dépôts qui est énorme et qui possède énormément d'entreprises. Et la Caisse des dépôts m'a contacté en disant que Aegis cherchait un profil un peu couteau suisse pour lancer une filiale dans la mobilité intelligente. Qu'est-ce que c'est la mobilité intelligente? C'était de permettre à des utilisateurs de pouvoir en fait payer leurs déplacements avec différentes solutions, déplacements de mobilité électrique, déplacements carburant, déplacements péage. Et donc ils m'ont recruté, j'étais le premier salarié de la filiale Aegis. Aegis avait développé une filiale qui s'appelle EasyTrip. Donc, et j'étais le premier salarié d'EasyTrip pour lancer ce projet de mobilité intelligente. Et donc vous êtes comme un entrepreneur en fait, parce que vous arrivez, on vous donne un fichier Excel avec un prévisionnel, vous avez un budget d'1 million d'euros et on te dit voilà, crée une filiale et une boîte à partir de rien. Donc je suis arrivé tout seul et après 4 ans, c'était une belle réussite aussi, parce qu'on était une 30aine de personnes. Et ça m'a permis en fait d'apprendre vraiment comment devenir intrapreneur au sein d'une grande entreprise. Ouais. Parce que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes moins contraint que si vous êtes intrapreneur, vous avez des enjeux, vous avez une stratégie à suivre. Donc ça a été très intéressant de trouver un équilibre entre les enjeux du groupe Aegis et les enjeux de la filiale. Une start-up doit aller très très vite et les grandes entreprises, elles ont parfois des cycles de décision qui peuvent être plus longs. Et donc l'objectif était vraiment de trouver un équilibre entre la vitesse à mettre dans EasyTrip et le temps de décision qu'on pouvait avoir au sein d'Aegis. D'accord, excellent. Et donc du coup, toutes ces expériences, parce que finalement, ces expériences-là qui t'ont permis d'avoir cette casquette un peu business au sein de Cryptor finalement, avec l'XP de comment vendre des solutions, etc., même si ça n'avait rien à voir un peu avec ce que tu faisais avant en termes de secteur. Mais est-ce que tu trouves qu'au jour d'aujourd'hui, du coup, ces expériences-là, j'imagine comme c'est de l'intrapreneuriat, etc., est-ce qu'elles t'ont permis d'avoir quand même une sorte de facilité à entreprendre aujourd'hui au sein de Cryptor, même si du coup c'est un sujet assez deep tech. Ouais, alors quand on parle de start-up, quand on parle de deep tech, il faut savoir qu'en fait tous les enjeux des start-up et des solutions SaaS, notamment une solution SaaS, sont des entreprises commerciales. On peut avoir toute la tech du monde, si on ne sait pas la vendre, en fait, les cimetières sont remplis de belles technologies. En fait. Donc une start-up, une entreprise a vraiment vocation à avoir un enjeu commercial très très fort et aller le vendre. Donc en fait, ça c'est le premier point. Donc le CEO pour moi, c'est le premier commercial de son entreprise. Parce qu'au début, vous allez le vendre avec vos tripes.
Vous pouvez ne pas être formé à savoir vendre, à structurer un entretien commercial, mais vous avez vos tripes pour le faire en fait. Et donc pour moi, le premier bon commercial d'une boîte, c'est le CEO et il faut savoir aller, comme on dit, au charbon et aller vendre sa solution, peut-être même avant de l'avoir développée pour trouver ses premiers clients. Donc avoir une expérience commerciale, je pense que c'est quelque chose d'assez fort et de structurer son entreprise pour devenir une vraie machine commerciale. Je pense que c'est ça aussi l'enjeu des startups, l'enjeu des solutions SaaS, parce qu'elles ont des telles ambitions de croissance qu'il faut pouvoir structurer une démarche commerciale, même si on est un enjeu deep tech. Après, les expériences que vous pouvez avoir et que vous pouvez cumuler, elles vont vous aider à structurer votre boîte. Parce qu'au début, vous commencez tout seul avec votre associé, vous êtes à 2. Ouais. On est dans le fameux garage de Steve Jobs. Voilà. Puis en France, vous avez la chance d'avoir des super incubateurs. Donc vous êtes pris en incubation, vous commencez à 2. Mais après, vous avez des salariés. Après, vous avez de l'argent à aller chercher. Après, vous avez des charges à payer. Donc une entreprise, ça doit se structurer. On doit monter vraiment toute la structure de la boîte et donc gérer des salariés, gérer les paiements fournisseurs, choisir les solutions et ensuite aussi arbitrer. Ouais. Donc apprendre à arbitrer et l'expérience vous apprend à dire bah, ça on va le faire maintenant, ça on va pas le faire maintenant. Ça c'est vraiment les choses importantes à faire dans les premières étapes. Ouais. Ouais. Et du coup comment tu as su exactement qu'il y avait un besoin? Est-ce que tu as discuté avec un chef d'entreprise à qui tu as pitché le projet et que tu as dit ouais le besoin existe, on a besoin de ça et ça et ça et tu t'es lancé après ça ou ouais. Voilà, je voulais creuser aussi Ouais bien sûr, nous on a alors au début en fait on fait des études du marché, on va regarder en ligne etc. Donc c'est plutôt une approche macro mais c'est pas forcément les meilleures approches. Ce qui est vraiment intéressant c'est de se dire ok j'ai détecté ce qui semble être un problème, je vais parler avec 50 personnes. Je vais leur poser 50 fois les mêmes questions et à la fin, je vais présenter mon idée pour voir si elle passe. Donc nous on est arrivé avec un premier produit qui s'appelle Cryptor Passwordless, comme je vous disais tout à l'heure. Et on est parti voir les logiciels SaaS et ils nous ont dit, écoutez, on aime beaucoup ce que vous faites sur le passwordless, mais on a un gros enjeu aujourd'hui qui est la connexion SSO. Et on a parlé avec une cinquantaine de SaaS qui nous ont dit aujourd'hui c'est un vrai problème pour eux pour accélérer s'ils ne savent pas se connecter au système de gestion d'identité de leurs clients qui gère ce qu'on appelle le SSO. Et donc nous on a pris le temps de parler avec beaucoup de logiciels SaaS pour détecter quelle était la pain la plus importante pour eux et qui était bloquante dans leur développement. Et là, on s'est dit, voilà, ok, bah on a vraiment validé quelque chose et puis on va aller développer le produit qui est en conséquence. Donc, je pense qu'il faut vraiment parler avec les utilisateurs, détecter ce qui est bloquant pour eux, ce qu'on appelle les pains de niveau 3. Le must-have. Ouais, exactement. Ça m'empêche de travailler, ça m'empêche de signer des contrats, ça me fait perdre de l'argent en interne. Et donc, quelle est la plus grosse douleur et comment on peut accompagner l'entreprise pour la résoudre. Trouver le pansement. Exactement. Yes. Tout à l'heure, tu as parlé, j'ai bien aimé la transition, en tout cas, quand tu as commencé à parler un peu de l'écosystème français, le fait que on est assez bien accompagné ici en France, il y a des incubateurs, accélérateurs, etc. Finalement, du coup, toi, j'imagine que tu as décidé d'entreprendre en France parce qu'aussi c'est le pays dans lequel tu as grandi, où il y a ta famille, etc. Mais comment tu vis l'expérience d'entreprendre en France? Est-ce que tu la vis bien? Est-ce que tu trouves que tu es bien accompagné, etc. Comment tu la vis finalement? Alors, je voudrais être un peu chauvin. Moi, j'aime la France, vraiment. J'aime beaucoup la France. C'est un pays qui est exceptionnel par plein de choses. On peut entendre du French bashing. Souvent, de temps en temps, les Français sont râleurs, les Français sont pas bosseurs, etc. Et je pense que c'est vraiment des clichés parce que la France, c'est une terre d'entrepreneurs. C'est vraiment une terre d'entrepreneurs. On a un écosystème qui est hyper dynamique, vraiment. Et de temps en temps, en fait, j'échange avec des fonds étrangers ou des gens qui sont dans des écosystèmes d'autres pays européens comme l'Allemagne. Et ils nous disent, on vous envie en France, c'est un des meilleurs pays au monde pour entreprendre, en fait. Notamment quand on démarre avec un PowerPoint et qu'on a envie de changer le monde parce que on n'a pas beaucoup de sous. On n'a pas de quoi monter son premier POC, en fait. Et en France, vous allez être en capacité de trouver un peu d'argent au démarrage par des subventions, par des prêts d'honneur avec Réseau Entreprendre, par exemple, qui va pouvoir vous aider à monter un premier POC, trouver un premier client. Et dans d'autres pays, ils n'ont pas ça aujourd'hui. Et donc, j'ai échangé avec des entrepreneurs allemands qui n'ont pas ce petit coup de pouce au départ que peut aider BPI, par exemple, avec la bourse French Tech, les prêts d'honneur, comme je venais de le dire à l'instant, avec Réseau Entreprendre. Donc, on a vraiment un écosystème qui permet d'amorcer l'entrepreneuriat. Donc, déjà, ça, c'est plutôt bien.
Ensuite, vous êtes dans un pays où vous pouvez bénéficier pendant, aujourd'hui c'est 20 mois je crois, de Pôle emploi, de bénéficier d'une allocation qui va vous permettre de trouver le temps d'aller chercher vos premiers clients et votre première rémunération. Donc la France soutient quand même ses entrepreneurs. Vous avez aussi un réseau d'incubateurs qui est, je trouve, exceptionnel. À Lille, on a l'incubateur Euratechnologie qui fait parmi les plus beaux incubateurs d'Europe. À Paris, on a Station F, mais on a aussi beaucoup d'autres incubateurs. Et chaque grande ville ou même ville moyenne en France possède un incubateur. Donc aujourd'hui, on peut entreprendre partout en France. Donc ça, je trouve ça exceptionnel. Et on a aussi, depuis un certain temps, un panel de VC important. Donc, première étape, on amorce, on aide à créer. On a trouvé son market fit, et on a un panel de VC qui est important pour aller chercher des fonds. On a aussi un très beau panel de business angel. On a des très très belles success stories en France de panel de business angel. Et ensuite, on a quelque chose de super. On a des talents. On a vraiment des talents. On a des très belles écoles d'ingénieurs. On a des très belles écoles de commerce. Mais on a aussi des gens qui sont autodidactes. Il ne faut pas forcément venir d'une école. On peut démarrer à apprendre tout seul en ligne aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de le faire. Ouais. Tu considères la France comme le hub de l'écosystème startup en Europe? Il y a d'autres hubs en fait, mais la France est plutôt pas mal positionnée. On a le UK qui est très très bien. Après, on a l'Irlande aussi, c'est plus pour d'autres raisons. On a l'Allemagne qui est quand même assez dynamique, les Pays-Bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi je pense qu'il ne faut pas voir l'Europe, enfin la France comme quand on est en France, uniquement comme le marché sur lequel on va démarrer. Il faut faire comme les Américains, même si c'est compliqué, se dire en fait mon marché il est européen. Il est vraiment européen, même s'il y a des différences culturelles, même si c'est plus complexe, parce qu'il n'y a pas les mêmes langages. Mais je trouve que la France est un très très beau hub pour démarrer. Et ce qui va faire la force de l'Europe, c'est de connecter ces hubs entre eux dans le futur. D'accord. Et on a le Web Summit, je ne sais pas si vous l'avez fait, qui est une expérience exceptionnelle, qui est à Lisbonne une fois par an et qui va réunir tout l'écosystème tech européen des startups et aussi un peu hors Europe. Et on voit vraiment la dynamisme de tous les écosystèmes qu'il peut y avoir en Europe. Et la France, oui, je vais te le dire avec le sourire aussi, fait partie des plus beaux écosystèmes de startups en Europe. Mais du coup, juste pour le Web Summit, ça s'est fait ou ça va se faire? On l'a fait le Web Summit, alors c'est une fois par an, on l'a fait en octobre l'année dernière et c'était incroyable. Il y avait 70 000 visiteurs jour et il y avait une telle énergie. 70 000, c'est un pèlerinage. Exactement, c'est un vrai pèlerinage et en fait le Web Summit, donc toute la ville de Lisbonne s'oriente et permet au Web Summit de vivre au quotidien pendant 3-4 jours et on a une telle énergie, on voit tout le dynamisme des écosystèmes, tous les types de startups dans les différents écosystèmes, cybersécurité, HR, Martech, etc. Et il y a une interaction très facile qui se fait et on voit que les écosystèmes ont envie de travailler entre eux. Et donc nous, on a pu trouver nos premiers clients hors de France là-bas. Et donc c'est pour ça que je dis qu'on a un très bel écosystème en France, mais aussi en Europe, et que plus on connecte cet écosystème, et plus on est en capacité d'avoir un marché qui soit quasiment de la taille de celui qu'il y a aux États-Unis. Donc, la transition, elle est bonne par rapport aux États-Unis. Donc, du coup, toi, aujourd'hui, surtout, moi, je pense par rapport au secteur de cybersécurité, etc., que Crypter propose. Est-ce que tu aurais peut-être, je pense que je connais déjà la réponse, mais est-ce que tu aurais aimé, par exemple, commencer ta startup aux États-Unis? Peut-être que les besoins là-bas, que ce soit en termes de SaaS, etc., peut-être il y a plus de clients et le marché il est beaucoup plus grand. Après, il faut avoir les reins solides, mais tu vas me dire, mais est-ce que tu aurais aimé peut-être commencer à entreprendre et développer la solution là-bas avant de s'attaquer à un marché européen? Alors, comme on dit, il faut bien commencer quelque part. Donc, moi, je suis en France et je commence en France. Alors, nous, on a vocation d'être une entreprise vraiment internationale. Donc, oui, les États-Unis est un marché qui nous intéresse beaucoup. Est-ce que j'aurais aimé commencer là-bas? Mon histoire fait que je commence ici. Donc, moi, comme je disais, j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup l'Europe. On a énormément de choses à faire. Donc, nous, notre objectif est vraiment de construire déjà dans un premier temps un champion européen de l'authentification et de pouvoir apporter en fait aux sites web, logiciels SaaS, sites e-commerce, une solution d'authentification qui soit européenne et souveraine en termes de données. Donc on est vraiment attaché là-dessus, mais ça n'empêche pas Crypter aussi d'avoir des ambitions qui soient américaines. On a déjà commencé à avoir des contacts avec quelques leads potentiels qu'on a rencontrés notamment au Web Summit et notamment aussi des leads au Brésil. Brésil qui est un écosystème de start-up très très actif, on n'en parle pas forcément assez, mais le marché américain reste aussi le
le marché dominant parce que ils savent se décider vite et aller vite, en fait. Donc, on sait te dire oui vite, on sait te dire non vite. Et donc, nous aussi, on aimerait pouvoir s'y confronter dans les prochains mois et d'aller se tester là-bas. Ben, on en parlait hier, surtout par rapport à la thématique de la souveraineté, souveraineté d'informations numériques, etc. Des fois, il y a des clients américains qui vont venir s'intéresser à des solutions européennes à cause de en quelque sorte, grâce à ces principes-là de souveraineté, etc. Des principes qui, en quelque sorte, qui sont régulés en Europe. La souveraineté, elle est très importante en France, etc. C'est des business models et des choses qui sont pas mal développées ici en Europe, alors que c'est pas réellement le cas aux États-Unis. Donc, certains clients américains sont intéressés par des solutions européennes grâce en quelque sorte à ce pain point là qui est du coup avoir de la souveraineté de leurs données et de ne pas les stocker quelque part et les revendre derrière, etc. Donc je pense que c'est excellent comme point. D'accord, ok. Excellent. Donc du coup tu m'as dit que là en ce moment tu as commencé ton histoire ici en France et je pense que ça fait un moment maintenant, donc 3 ans, je pense que il y a pas mal de choses derrière toi, etc. Quelles ont été pour toi un peu les qualités, je dirais, d'ordre professionnel qui t'ont en quelque sorte aidé et qui t'ont soutenu tout au long de ces 3 ans? C'est une vraie bonne question parce qu'en fait, quand tu entreprends, ça touche beaucoup au rapport de l'humain et de la personne. C'est comment moi je me positionne dans la société, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, je pense qu'une des premières choses quand on entreprend, c'est de se dire j'ai vraiment envie d'entreprendre. C'est quelque chose, vous devez avoir le feu sacré comme on dit, et se dire il faut que j'y aille parce que c'est une aventure qui est longue et qui est difficile. Et donc quand on fait des choses difficiles, il faut avoir un peu le mental des sportifs et de se dire voilà, j'ai l'objectif, ça va être dur pendant longtemps, mais au bout du compte, ce qu'il y a au bout du voyage en vaut la peine. Donc c'est vraiment l'envie d'entreprendre et de se dire je vais aussi changer les choses, donc d'en faire partie. Après, il y a la notion je parlais de résilience. Alors, c'est un mot qui est intéressant, la résilience, on l'entend beaucoup, hein, mais c'est une vraie qualité à avoir parce que c'est souvent parfois dur. On se remet en cause, on est souvent bousculé dans ses certitudes. Donc, il faut savoir, en fait, garder le cap et être constant. Vraiment constant, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc, pour moi, la résilience, elle est vraiment importante. Et on prend souvent l'exemple des montagnes russes et tu peux les avoir dans la même journée. Et le matin, tu peux être complètement down parce que tu as eu des nouvelles qui ne sont pas forcément ouf ou tu as tel problème. Et puis l'après-midi, tout se résout et tu passes aussi à autre chose. Donc, on vit ces montagnes russes de façon régulière et il faut savoir garder vraiment un équilibre constant, autant pour les bonnes que pour les mauvaises nouvelles. Ensuite, il faut être à l'écoute. Je pense que c'est vraiment... on parle souvent des scientifiques. Les scientifiques, ils sont heureux que dans le doute. Les certitudes, c'est des prisons, clairement. C'est le doute qui vous fait avancer, qui vous fait vous remettre en cause, qui vous fait réfléchir, en fait. Et donc, il faut savoir à l'écoute et de se dire qu'est-ce que me dit mon marché, qu'est-ce que me dit mon client. Il ne faut pas chercher à pousser quelque chose qui forcément ne va pas se vendre ou parce qu'on pense qu'on a une super idée. Il faut se dire attends, je vais écouter ce que veut le marché, je vais écouter ce que veut mon client filigrane, je vais essayer de détecter les signaux faibles. Et donc, il faut savoir vraiment se remettre en cause pour s'adapter. Et parce que vous allez démarrer avec une idée et elle va évoluer, vous allez pivoter. Même vos premiers investisseurs vous le disent, tu m'as vendu ça, mais tu verras, tu feras autre chose après, etc. Donc, voilà, ça. Et un autre point, la patience. Vraiment, parce que on dit souvent qu'il faut aller très très vite, mais construire un très beau produit, trouver ses premiers clients, aller chercher ses premiers revenus, c'est des choses qui prennent du temps. Et selon les statistiques, construire une vraie belle société, ça prend entre 5 et 7 ans. Donc il faut savoir vraiment aussi être patient et avoir les tripes exactement. Et pour passer tous ces caps-là en fait au fur et à mesure. Ok. Et ces qualités-là, tu les as gagnées quand tu étais en intrapreneuriat Ouais, je sais pas alors si je les ai gagnés, c'est des choses. Des fois, la vie, elle vous met face à des. Moi, j'ai toujours aimé résoudre des problèmes. En fait, je trouve que le métier d'un CEO au début, surtout, c'est 90% de problèmes à résoudre. Donc, problem solving, c'est ce qu'on dit. Donc, les qualités humaines, on essaye de les acquérir. On apprend l'humilité. On fait des erreurs. On se remet en cause. Moi, je suis sorti d'études, je voulais entreprendre quasiment la sortie de mes études, mais j'ai fait un peu de salariat en direction d'entreprise auprès d'un patron qui m'a tout appris. Il m'a appris à gérer
une entreprise, il m'a mis à côté de lui le soir, il me montrait ce qu'il faisait pour piloter son entreprise, pour piloter sa marge. Et ça m'a vraiment donné vraiment toutes les bases aussi pour structurer une boîte, parce que c'est important, il faut lancer une boîte, mais il faut la structurer, il faut la gérer financièrement. Et moi, je me suis lancé dans le rachat d'entreprise en 2008, racheter une entreprise pour la restructurer. Ok. C'était une aventure exceptionnelle, c'était un secteur que je ne connaissais pas du tout, et ça a été un coup de cœur pour un secteur dans le domaine de l'agencement d'espaces commerciaux. Ouais. Pour une boîte qui était un peu en difficulté. J'ai passé 4 années voilà, à la restructurer, à la remettre sur les rails, à développer plein de choses innovantes à l'intérieur. Et j'ai fait ça aussi un peu, donc il m'a vraiment permis d'acquérir, comme tu disais, je ne sais pas si on peut dire des qualités d'entrepreneur, mais des qualités pour pouvoir avancer, savoir aussi, je te disais, se remettre en cause et toujours apprendre. Je pense que la plus belle des qualités, c'est de se dire je sais rien, il faut que j'apprenne encore en fait. Ouais. Plus je sais, moins j'apprends, plus je sais, plus j'ai encore besoin d'apprendre, pardon. Et donc je l'ai appris dans les startup week-end aussi. D'arriver le vendredi soir, dire je connais personne, il faut que je parle aussi avec d'autres personnes, monter une team et d'aller au bout de ça. Donc ça prend, il faut vivre un maximum d'expérience, C'est ça. savoir sortir de sa zone de confort. Vraiment, c'est une phrase qui peut paraître bateau, mais les risques sont toujours moins impressionnants une fois qu'on les a pris. On se dit ah ouais, c'est con que je l'ai pas fait avant, tu vois. Donc il faut savoir aller sortir de moi, j'ai jamais eu l'impression d'être dans une zone de confort. J'aime vraiment quand je suis hors de ma zone de confort pour dire voilà comment je vais me comporter, comment je vais m'adapter. Ça, c'est aussi important. Donc, pour te rejoindre ce que tu dis, Anouar, ouais, je pense que c'est tout le parcours qui t'amène à avoir ces qualités. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir 45 ans pour entreprendre. Tu peux entreprendre à 25 ans et à 20 ans et arriver avec une feuille blanche et dire voilà, je vais me laisser imprégner par tout ce que je rencontre. Et ce qui est super dans l'entrepreneuriat, et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu rencontres des gens exceptionnels. Ouais. Ce que vous faites, c'est top parce que vous allez vous redonner des retours d'expérience grâce à votre podcast. Mais dans l'écosystème entrepreneur, vous avez plein de mentors qui ont envie d'échanger. Donc moi, j'ai rencontré des gens exceptionnels qui m'ont dit voilà, moi, toutes les conneries que j'ai faites avant de réussir, tout ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait ça de bien, de pas bien. Et ça, c'est top parce que c'est des tranches de vie et ça aide beaucoup pour se dire voilà, moi, comment je peux bénéficier de l'expérience qu'il a eue pour faire peut-être moins d'erreurs. Et j'ai rencontré un VC qui a dit quelque chose d'intéressant, qui a dit nous on est là pour vous aider. Un entrepreneur va faire des erreurs classiques, donc nous on est là pour vous éviter de faire des erreurs classiques et on va vous laisser faire les erreurs originales qui vont vous permettre de découvrir plein de choses derrière. Très bien pensé en vrai. J'aime beaucoup. Ok, parfait. Je pense que tu as fait une excellente transition encore une fois sur la partie du coup. Qu'est-ce qui t'a poussé en quelque sorte à faire l'entrepreneuriat? Et je pense on a eu cette réponse, c'est que t'en avais envie au plus profond de toi. Mais une petite question, est-ce que c'est une envie que tu avais depuis plus jeune, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a apparu peut-être un peu plus tard? Le Hamid de 14 ans ou de 12 ans, il en pensait quoi? Est-ce qu'il voulait être entrepreneur? Ouais, je pense que c'est en nous, je pense que chez plein de personnes aussi. Moi, il avait très très jeune, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a quelque chose d'intéressant, il y a une notion de liberté qu'il ne faut pas oublier. Il y a vraiment la notion de liberté et je pense qu'on a tous aussi envie d'avoir de la liberté, de changer les choses, de laisser une trace, et moi j'avais ça. Et la notion du commerce aussi, hein. Moi quand j'étais petit, mes devoirs de maths, mes copains venaient me voir pour que je les aide sur les devoirs de maths, etc. Donc, ils me donnaient des BD contre les devoirs de maths. Ça, c'était bien sympa. Mais ouais, je pense que c'est très jeune que ça m'a pris. En école de commerce chez Schema aussi, j'avais beaucoup cette envie. Il y avait moins d'outils à l'époque, beaucoup moins d'outils pour pouvoir entreprendre. Donc, c'était moins structuré. On avait moins la capacité de trouver des aides. Donc, c'était un peu plus, on va dire, jungle qu'aujourd'hui, parce que vous étiez plutôt livré à vous-même. Et après Schema, j'ai failli entreprendre tout de suite. Après 2004, ça n'a pas pu se faire parce que notre associé de l'époque nous avait lâchés. Donc j'ai travaillé un peu aussi pour me faire de l'expérience et je suis revenu très rapidement après 2-3 ans d'activité salariale. Je me suis dit, faut y aller maintenant. Et je crois depuis, à part Régis, j'ai pas eu beaucoup de fonctions salariales. D'accord, okay, excellent. Et si tu avais quelque chose à dire du coup à ce Hamid là du coup de il y a 14 ans, 15 ans, est-ce que le Hamid d'aujourd'hui pourrait lui dire quelque chose, c'est-à-dire je sais pas moi, peut-être
des conseils ou des choses à pas faire ou des choses à faire plutôt, des choses qu'il devait prendre comme opportunité, qu'il devait saisir à ce moment-là? Je lui dirais beaucoup de choses, hein. Je lui dirais beaucoup de choses parce que on fait. Après, ce qui est important, c'est aussi, il faut parfois se laisser faire des erreurs parce que c'est là qu'on apprend. Moi, je pense que ce que je lui dirais, c'est de se lancer encore plus tôt et d'y aller encore plus et de lancer encore plein de choses parce que nous, à l'époque, il y avait la notion de l'échec qui est assez difficile en France, donc beaucoup de gens se lançaient pas dans l'entrepreneuriat parce que ils pensaient que échouer une boîte, c'était un vrai échec, alors qu'aux États-Unis, tu as testé une fois, tu réussiras mieux la deuxième fois et la troisième fois, tu réussiras encore mieux. Donc, c'est de lancer encore plus de choses plus tôt. C'est vraiment d'y aller, de lancer des boîtes, de tester des choses, de tester des idées, de faire encore plus de trucs et plus tôt, sans justement avoir cette pression sociale. À l'époque, on parlait de l'échec des entrepreneurs. Il y a des associations qui suivaient les entrepreneurs en 2006, justement, qui avaient échoué pour les aider. Il y avait une image qui était assez négative, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et donc, ce que je dirais à tout le monde, c'est vraiment leur lancer plein de projets. Allez-y, n'ayez pas peur parce que les ressources, vous allez les trouver sur les chemins et l'énergie, vous l'avez déjà en vous et la capacité de s'adapter à ce qui va arriver, même si on ne sait pas ce qui va arriver, on l'a en nous parce qu'on a la capacité de résoudre les problèmes qui vont arriver. Tu as beaucoup parlé sur ce point de sortir de zone de confort et la certitude est une prison. Mais du coup, juste pour expliquer mieux, la certitude, ça t'a permis aussi de te lancer. Mais voilà, c'était pas toujours dans le doute. Le doute, c'est pas toujours bien pour le mental. C'est difficile un peu de gérer ça. Ouais, il faut apprendre à le gérer. Moi, j'écoute beaucoup les podcasts scientifiques, notamment sur tout ce qui est physique quantique, sur l'astronomie, etc. Et sur comment les chercheurs, en fait, travaillent. Quand ils trouvent la bonne réponse, la première chose qu'ils se disent, c'est pas possible. De se dire non, c'est pas possible, c'est pas normal que j'ai une bonne réponse, tu vois. Et donc il y a ce travail de remise en cause. Le doute se gère, hein. Quand je te dis les certitudes, c'est parce que quand on est trop certain de quelque chose, on peut être un peu aveuglé et manquer de voir ce qu'il y a d'intéressant à côté, tu vois. Donc ça veut pas dire que tu crois pas dans ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire. Nous, quand tu peux te lancer quelque chose, tu peux vraiment y croire. Et une image qu'on m'a donnée intéressante, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va sauter d'un avion et qui va construire son parachute pendant la descente, en fait, pendant la chute. Ouais. Donc, tu sautes d'un avion sans parachute et pendant ta chute libre, tu construis ton parachute pour pas t'écraser au sol, en fait. Parce que les solutions, tu vas les trouver durant ton chemin, en fait. Ouais. Donc, c'est ça, c'est un peu plus dans ce sens-là. Non, faut être certain de ses envies, je pense. Faut avoir des certitudes, ça peut être intéressant. Mais ce qui est bien dans le doute, c'est que ça t'amène à réfléchir et à te dire toujours qu'est-ce qui pourrait être mieux, qu'est-ce qui pourrait être différent, qu'est-ce qu'attendent mes clients, etc. Et de ne pas chercher à pousser que des choses qui viennent de toi, en fait. Ouais. Tu vois, et notamment, on m'a dit, ce qui est intéressant, c'est que les idées, souvent j'entends dire, moi je ne peux pas trop parler de mon idée, j'ai peur qu'on me la pique. Les idées, tu secoues un arbre et il y a plein d'idées qui tombent. C'est comment tu vas transformer cette idée-là, en fait, comment tu vas être en capacité d'en faire un vrai projet, de fédérer une équipe autour, etc. là-dessus. Ouais. Et c'est plus dans ce sens-là que je le disais. Yes. Et en parlant de construction de parachute et du coup de chute, comme tu as dit, et il faut le construire du coup assez rapidement dans les airs, etc. Je trouve personnellement que c'est une question qui revient toujours. C'est-à-dire, est-ce que finalement, du coup, dans le quotidien d'un entrepreneur, il y a la vie professionnelle, ça c'est sûr, il y a le fait de se battre chaque jour, il y a le fait d'avoir les tripes, il y a pas mal de choses où il faut vraiment faire en sorte que mon projet, ton projet, fait en sorte de grandir, d'évoluer et je le fasse, qu'il passe de poussin en quelque sorte à poule. Mais finalement, est-ce que du coup, pendant la chute, est-ce que tu as le temps en quelque sorte, ou est-ce qu'il y a besoin du temps d'abord, mais est-ce que tu as le temps du coup de faire autre chose, de gérer ton quotidien, d'avoir une famille, d'être avec sa famille, etc. Je pense que c'est intéressant d'attaquer en quelque sorte aussi cet angle-là. Ouais, la vie personnelle et vie professionnelle. Alors quand on est entrepreneur, c'est parfois compliqué parce qu'on a des très très grosses semaines, on bosse souvent les week-ends, on bosse les soirs, etc. Moi, j'ai des enfants, je m'étais dit, je veux quand même les voir grandir. C'est important pour moi parce que c'est un cadeau que te fait la vie et il faut aussi prendre ce temps-là avec eux. Et quand tu entreprends, tu peux aussi avoir la liberté de gérer ton temps, tu vois. Donc, et aujourd'hui, moi, ce qui était important, c'était de passer du temps aussi avec mes enfants et de les voir grandir. Après, quand on est CEO à 100%.
C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que tu es CEO à 2 heures du matin quand tu penses à telle idée, quand tu penses à ta trésorerie, quand tu penses à tes trucs, à ton cash burn, à tous ces trucs-là. Donc tu es CEO tout le temps et c'est parfois compliqué de déconnecter. Mais moi, j'ai pas l'impression de travailler. Parce que je fais quelque chose que j'aime, même si c'est parfois dur, on vit des moments difficiles. Il faut savoir se ressourcer en fait, déjà avec les personnes qui sont autour de vous, la famille, les amis. Et après, faire aussi plein d'activités à côté parce que ça t'enrichit, ça te permet de prendre un petit peu de recul pour prendre des bonnes décisions. Donc, faire du sport. Il y en a qui se lancent dans les marathons. Il y en a qui se fixent toujours des objectifs pour aller au-delà d'eux-mêmes. Donc, je pense que même dans la vie personnelle d'un entrepreneur, on sort de sa zone de confort pour aller chercher plus. Donc, l'équilibre, je pense qu'il vient naturellement. Et après, je disais, je fais le parallèle tout à l'heure avec des sportifs. Parfois, un sportif va viser les Jeux Olympiques, il va se blesser, il ne va pas pouvoir le faire. Il va retravailler 4 ans pour reviser les Jeux Olympiques suivants. Et au final, il a sa médaille après 8 ans d'entraînement. Donc, il faut être aussi en capacité de pouvoir avoir ce mental-là. Et le mental, il est, quand vous l'avez, il vous aide sur le plan personnel comme sur le plan professionnel, en fait. Ouais. Tu as parlé de sport. Tu pratiques quel sport Écoute, moi j'aime bien essayer plein de sports. Chaque année, je me remets un petit peu en cause. Donc, je cours un peu. Je cours un peu. Je fais du fitness. Je me suis lancé dans le Krav Maga il n'y a pas très longtemps. Donc, j'aime beaucoup parce que c'est un peu comme les startups. C'est un seul geste doit avoir une efficacité optimale en fait. Et donc, c'est comme en startup quand vous faites une action de growth marketing, de gestion de la croissance, vous allez déployer une action. Il faut qu'elle ait une efficacité optimale et assez immédiatement. Et donc, j'essaye de tester plein de sports différents, comme je te disais, de sortir de ma zone de confort. Donc, je fais ça et récemment, j'ai découvert le surf. Dont je rêvais quand j'étais gamin. Je sais qu'on surfe beaucoup au Maroc. On fait aussi du kitesurf à Darla. C'est un peu compliqué à Lille quand même. Écoute, je sais qu'on peut surfer à Boulogne-sur-Mer, c'est pas très loin. Donc, mon envie aussi est d'aller me tester là-dessus. Comme je te disais, ça permet de te sortir aussi de ton quotidien d'entrepreneur et de tester d'autres choses, mais avec la même philosophie que l'entrepreneuriat. Je vais apprendre quelque chose de nouveau, je vais me confronter à mes limites pour progresser. Donc, j'aime bien essayer plein de sports différents. Ok, excellent. Donc, full-time CEO, mais quand même, il y a quand même certains moments où donc, tu peux te permettre en quelque sorte, pas de vivre, parce que même être CEO, c'est en quelque sorte vivre. Moi, personnellement, je suis totalement d'avis avec toi. Hein. Je trouve que quand tu commences une expérience, et surtout que c'est ton expérience à toi et c'est ton produit à toi et qu'il y a ce sentiment de liberté finalement, pour le coup, oui, tu te sens naturel. Bien sûr, il y a un de mes BA qui m'a dit une super phrase. Il me dit, moi, je bosse à fond. Et quand je sens que j'ai besoin de prendre du repos ou du moment pour moi, je le prends. Ouais, il a appris à se connaître et à détecter les moments dont il a besoin pour prendre un petit peu ce recul-là. Et on apprend à se connaître. Et moi, voilà, il y a des moments où je me dis, tiens, tu vas prendre un peu de temps pour toi pour prendre du recul. Ouais, mais c'est très difficile. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de sagesse, on parle d'expérience, on se dit, t'as dit que tu voulais dire à toi plus jeune de se lancer plus tôt. Mais en fait tu vois, c'est difficile aussi. Tu n'auras pas assez de sagesse avant, je dirais. Le BA aussi, quand tu as cité l'exemple du BA, le BA, il est sage. Je crois que le BA était start-upper avant ou il était salarié pendant longtemps. Donc, c'est beaucoup d'idées. C'est difficile de faire un choix à la fin et de se lancer ou non. Donc, voilà, moi je voulais citer cette idée-là. Je voulais que. Non, tu fais bien. Vraiment, pour pas qu'il y ait je pense de remise en cause par rapport à l'âge, tu peux faire des super choses quel que soit ton âge. En fait, il faut avoir une grande ouverture d'esprit, être en capacité de se dire j'ai pas peur de me tromper, j'ai pas peur d'essayer, j'ai pas peur d'échouer, de faire des erreurs. Pour ça, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une expérience de dingue derrière toi. Tu peux entreprendre à 20 ans. Il y a des très belles success stories qui sont faites. Je pense qu'il faut arriver avec de l'humilité, l'envie de se dire je vais écouter les autres, je vais écouter ce qui se passe et même si je ne sais pas encore grand chose, je vais être en capacité d'apprendre. Tu peux vraiment faire des super choses à 20 ans, à 45 ans. Le fondateur de McDonald's, celui qui a repris, c'est à passer 55, 60 je crois, qu'il a réussi à développer McDonald's. Donc tu peux faire des choses exceptionnelles quel que soit ton âge. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit soumis à des dictates de la société en se disant faut être jeune pour être start-upper ou avoir tel truc. Il faut vraiment se lancer et pas avoir peur de se tromper et surtout être en capacité
de prendre plein d'informations des autres. Ouais. Moi, les mentors avec lesquels j'ai échangé, ils m'ont parfois mis des belles claques. Ouais. Elles m'ont bien fait rougir la joue, Ouais. mais ça m'a vachement aidé. Je préfère ça, qu'on soit conciliant avec moi et me dire que des bonnes choses, au Comme les contraire. parents. Exactement comme les parents. Ouais. Comme les parents, finalement. Après, comment on dit, ça dépend du moment où tu as eu cette illumination. Ouais. Et, mais Après, ouais, ouais. moi, si tu as envie de faire des choses, fais-les. Voilà, il y a encore une belle phrase qu'on m'a dit, ne stresse pas sur les problèmes que tu n'as pas encore. Tu vois. C'est réel. Et après, je reviens au point que tu as cité tout à l'heure, c'est aussi par rapport à des mentalités. C'est-à-dire qu'en France, tu en as parlé tout à l'heure, il y a 10-15 ans, etc., il y avait en tout cas, c'est cette mentalité de l'échec. Les gens avaient peur de l'échec, les gens avaient peur de se lancer. Là, tout a changé. Avec, du coup, comme tu as dit, l'écosystème qui a évolué, les incubateurs, accélérateurs, VC qui se sont développés, mais aussi des grands organismes comme la BPI. Si par exemple on compare ça par exemple au Maroc aujourd'hui, je sais pas si toi tu t'y connais un peu en quelque sorte ce qui se passe en ce moment au Maroc en termes d'écosystème, etc. On sait toujours que c'est un fait en quelque sorte qu'il y a toujours un mini phénomène de mimétisme entre le Maroc et la France qui est historique, et donc peut-être que le Maroc suivra en quelque sorte cette vague. Toi t'en penses quoi un peu du Maroc aujourd'hui, si tu as des infos, bien évidemment. Parce que je pense que personnellement, aujourd'hui, il y a quand même une mini, en quelque sorte, on voit un peu la France d'il y a 10 ans ou d'il y a 10-15 ans. Plus, Et, ouais. Enfin, j'ai pas envie d'être ouais. si. Mais non, mais ouais, comme tu as dit, ouais, on suit un peu le modèle. Excuse-moi de. Non, t'inquiète. Ouais, on suit un peu le modèle français et tout. Moi, je voulais, ouais, mais du coup, est-ce que tu as des connexions avec des Marocains, étant donné que tu es Marocain? Est-ce qu'il y a des start-upers qui viennent te parler, ils se disent, ouais, c'est un Marocain qui est peut-être né au Maroc et qui va, tu vois, il va peut-être m'inspirer, il va peut-être me donner des idées. Et après, voilà, on découvre que tu es plutôt né avec une double culture et tu es né au Maroc, après tu as vécu en France. Et voilà, comme tu as dit, tu aimes beaucoup la France et tout. Et voilà, on veut savoir, est-ce que aussi cette double culture t'a inspiré et t'a aidé aussi à te rapprocher aussi à des entrepreneurs marocains, à les aider à être à l'écoute de ces entrepreneurs. Donc voilà. Écoute, non, super question. Je te disais, j'aimais la France tout à l'heure, j'aime le Maroc aussi très fortement. C'est très compliqué de choisir entre son père et sa mère, comme on dit. Donc les deux, j'y porte une très, très, très grande affection, notamment au Maroc. Je ne suis pas encore aussi connecté que j'aimerais l'être avec l'écosystème marocain. Je commence à le suivre de plus en plus et j'aimerais pouvoir m'y impliquer, ça clairement, parce que je trouve que c'est un très bel écosystème. Les Marocains, ils ont une très, très belle énergie d'entrepreneurs. Hein. Les Marocains ont fait de très belles boîtes, c'est des négociants, c'est des commerçants. Il y a cet ADN d'entrepreneur au sein des Marocains. Donc c'est un écosystème qui demande à se développer et qui a, je pense, un bel avenir devant lui. Je suis un peu, il y a quelques belles startups qui émergent comme Chari.ma, de Ismaël Belkayat que je suis sur LinkedIn, qui a été à Y Combinator, qui a fait une belle levée de fonds et qui se développe aussi en Afrique. Parce que je trouve que le Maroc, le marché domestique peut sembler petit, mais ce qui est intéressant, c'est que le Maroc peut être un vrai pied-à-terre pour se lancer partout en Afrique. Donc, j'ai des amis qui choisissent le Maroc pour se lancer en Afrique sur des solutions de fintech, etc. Parce qu'on a un écosystème, on commence à avoir des fonds d'investissement qui émergent là-bas. Donc, j'en ai échangé avec quelques-uns. On a alors, il y a Ilan Belaïm, qui est un des cofondateurs de Vente Privée, qui fait beaucoup pour mettre en avant cet écosystème, pour mettre en avant les entrepreneurs marocains. Je le suis sur LinkedIn et je trouve que ce qu'il fait est exceptionnel. Là, il y a le Gitex Marrakech qui va être... j'ai pas la chance de pouvoir y aller parce que j'ai un agenda qui me le permet pas, mais que je vais quand même suivre et qu'on aimerait faire l'année prochaine. Donc je pense qu'il s'y passe plein de choses. Il faut qu'il y ait cette marmite, qu'elle commence à bouillir un petit peu pour voir justement qu'est-ce qui va en sortir. Et j'aimerais, nous, il y a des incubateurs qui commencent à se développer un peu aussi, d'après ce que j'ai entendu.
Je vois des entrepreneurs marocains autour de moi, il y en a à Euratechnologie, qui sont entre le Maroc et la France. Donc je vois aussi ce qu'ils font. Donc ouais, une de mes ambitions pour l'avenir, c'est de m'y connecter encore plus. J'y suis pas encore assez connecté. Je commence à le suivre et j'aimerais pouvoir m'y impliquer dans les prochaines années. Excellent, excellent, excellent. Et tu penses qu'en termes de next steps, d'après ce que tu sais bien évidemment, qu'est-ce que tu penses un peu seraient les prochains pas en quelque sorte que devrait suivre le Maroc en termes de milestones genre achieve en quelque sorte pour du coup arriver à un stade un peu d'écosystème assez mature, enough pour avoir vraiment cette notion de entreprendre. Ouais, il faut. Alors, déjà, ce que je te disais tout à l'heure, en France, en fait, on a beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Donc, si tu veux lancer des startups, il te faut des ingénieurs. Donc, il faut vraiment investir dans la formation. Et je sais que les Marocains sont très recherchés, hein. Il y en a plein dans les écoles d'ingénieurs en France. Il faut vraiment développer la formation au Maroc, que ce soit la formation dans la tech, les écoles de coding school. Il y en a plein, hein. Donc, en France, vous avez le wagon. Il y a le wagon Casablanca aussi, je crois, parce que on peut apprendre à coder en fait sans passer par une école. Donc, on peut créer des codeurs. Ils vont se dire, je vais lancer plein de petites applications domestiques, etc. Donc, il y a tout cet écosystème-là de formation à favoriser dans un premier temps. Après, il y a des très belles écoles aussi au Maroc, hein, qui peuvent former. Je connais moins les écoles au Maroc, mais former à l'entrepreneuriat, etc. Parce qu'il peut y avoir vraiment des cursus, parce qu'on comme je te le disais, on peut se lancer en sortie d'école, hein, et commencer juste après la sortie de l'école. Après, il y a la notion, les incubateurs ont beaucoup joué en France, parce qu'entreprendre seul, c'est compliqué. Et donc, le développement d'incubateurs, d'un tissu d'incubateurs, peut vraiment aussi aider. Et donc, s'inspirer du modèle français peut être intéressant, parce qu'on a aussi le modèle BPI, qui est vraiment bien pour amorcer au début, aider à trouver les premiers fonds pour faire son premier POC technique, pour monter sa première application. Et donc, BPI, par exemple, a inspiré beaucoup nos voisins européens qui disent c'est une vraie success story à la française et on aimerait avoir notre BPI. Donc, le Maroc peut vraiment s'en inspirer. Après, sur le schéma entrepreneurial, la structure juridique de lancement des boîtes, elle est similaire entre le Maroc et la France. Donc, on a les mêmes types de capacités juridiques aussi pour lancer des boîtes assez rapidement. Et le Maroc peut jouer un vrai rôle parce que les Marocains, ils ont une ambition aussi internationale. Donc, je te disais, tu peux lancer des boîtes de partout, du Maroc, de l'Espagne, avec un ordinateur, recruter des gens en remote un peu partout à travers le monde. Donc, tu peux vraiment lancer des pépites depuis le Maroc, en fait. Ouais. Et les financements, il y a des fonds qui commencent aussi à s'intéresser aux boîtes marocaines. Ouais. Moi, je pense finalement ce qui est intéressant un peu, et moi, ce que je trouve en tout cas personnellement intéressant à l'écosystème marocain, c'est l'africain en général, c'est qu'il y a des pain points qui sont hyper spécifiques à ces marchés-là. Et que je trouve moi personnellement hyper intéressant parce que tu grandis avec, etc. Tu as cité par exemple Sherry qui va venir essayer de digitaliser un peu toute l'activité en quelque sorte ce qu'on appelle au Maroc moul hanout. Les hanout, tout à fait. Exactement. On va dire les commerces de proximité. Yes, les commerces de proximité. Et ce qui est une vraie richesse, hein, pour l'écosystème des villes marocains, et donc d'apporter j'ai regardé les outils qu'ils apportent, c'est hyper intelligent. Donc je pense que l'émergence de solutions comme ça, certes, elles sont tout le temps challengées parce que c'est difficile de digitaliser un monde qui est vraiment pas digitalisé, en tout cas un marché qui est vraiment pas digitalisé. Mais je trouve que c'est très pertinent et c'est pour ça que, en quelque sorte, on s'est intéressé à cet écosystème-là. Ok, excellent. Donc toi, du coup, on a eu un peu de ton background, etc. Tu as vécu en France, tu as grandi en France, etc. Mais nous, ce qu'on aime bien, et c'est un peu pourquoi du coup on t'a invité, c'est cette richesse-là, cette double culture. Et on voulait traiter en quelque sorte la marocanité sous l'angle de la double culture, comme on dit. Toi, aujourd'hui, comment tu te définis en tant que Marocain et en tant que Français? C'est quoi ton identité du coup? Alors, elle n'est pas simple à définir, parce que quand on a deux, souvent, tu te dis est-ce que je dois choisir? Et en fait, moi, je dis non, parce que le mariage est plutôt bien réussi. Je trouve que on a un pays, le Maroc, qui a une richesse et une histoire exceptionnelle. J'ai commencé vraiment à lire dessus. Moi, je suis né dans les montagnes berbères du Maroc, donc entre Nador et le Hossima, hein, petit village, tout petit village situé au perché dans les très très belles montagnes marocaines. Je suis resté vraiment attaché à ce coin, et je trouve que déjà en termes de pays, on a un pays qui a des paysages différents, qui a une capacité touristique qui est phénoménale, hein, que même moi en tant que Marocain, je ne connais pas encore par rapport à des amis français qui connaissent plus le Maroc que moi, tu vois.
Et je trouve que ma marocanité vient du fait que je sens toute cette histoire derrière moi, en fait. C'est vraiment cette belle histoire derrière moi. Et les Marocains ont un vrai sens de l'accueil, une vraie ouverture d'esprit, une vraie humilité que j'aime vraiment beaucoup, donc qui est restée en moi, hein, de se dire de cette capacité à être ouvert aux autres, à garder. J'aime bien, alors j'avais vu une pub de l'Office de tourisme marocain en France qui disait le Maroc est un pays qui fait grandir l'âme. Voilà, moi je trouve que quand quand je suis là-bas, mon âme grandit, je suis encore plus attaché à mes racines. Et voilà, et la France, ce qu'elle m'a apporté, c'est différent, c'est une structure, c'est de la structure, c'est beaucoup de connaissances. J'ai été formé à l'école aujourd'hui, donc j'ai aussi un mindset qui reste français. Mais ce qui est intéressant et ce que ça m'a appris, j'ai appris à ne pas avoir une vision monolithique des choses par rapport à ma culture française ou marocaine. Donc quand je vais visiter ailleurs d'autres pays dans le monde, j'ai été en Chine, j'essaye de venir sans bagage et de me dire, ben voilà, je vais découvrir votre culture comme j'ai découvert la culture française en venant en France, etc. Et donc, ça m'a appris à aller vers les autres cultures en toute humilité, sans chercher à venir avec mes préjugés. Donc, on apprend à avoir vraiment aucun préjugé. Et après, comme je te disais tout à l'heure, ce que j'aime, j'essaye maintenant de rechercher de plus en plus à me reconnecter au Maroc. J'y vais tous les étés, hein, j'y passe un mois tous les étés. Je bosse de là-bas parce que mon épouse est marocaine. Et j'apprends à découvrir le Maroc qui a accéléré, qui a évolué, on a des infrastructures urbaines qui sont très très bien construites aujourd'hui. Vous pouvez aller de Lille à Agadir en autoroute en passant par Algeciras, juste le bateau, tu prends Algeciras, tu descends à Tanger, de Tanger tu vas en autoroute jusqu'à Agadir. Donc t'imagines, tu peux partir de Lille. Du coup, tu pars à Agadir. Et tu trouves qu'Agadir, c'est vu développer Je connais un petit peu. Alors moi au Maroc, j'ai pas visité toutes les villes. Agadir, ça fait un petit moment. Je trouve Agadir En fait, ce qui est intéressant, c'est que les villes marocaines ont tous des personnalités différentes qui sont exceptionnelles. C'est des personnes. Moi, j'ai grandi à Tanger, j'ai vu Tanger évoluer, parce que mes parents avaient une maison à Tanger, donc on y rentrait tous les étés quand on était petit. Et Tanger a une lumière, une vibration particulière. Fès également, Meknès, on a Marrakech, on a Essaouira, on a Agadir. Chacune des villes, tu peux écrire toute une histoire sur elle parce qu'elle est différente des autres, elle a sa culture, son positionnement par rapport. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'on a des villes qui chacune vibre différemment au Maroc et tu vas être réenchanté à chaque fois en fait. Et Tanger, par exemple, se positionne comme un pôle économique très très fort en équilibre par rapport à Casablanca grâce au port, grâce à l'usine Renault-Nissan et au développement qu'il y a là-bas. Et donc je pense que les différentes régions, chacune a cherché comment contribuer à l'écosystème marocain. J'ai beaucoup aimé Agadir parce qu'il y a toujours ce savoir-faire de l'huile d'argan. Ils ont su inventer avant tout l'économie à impact parce qu'ils ont fait de l'économie circulaire pour que des femmes puissent se vivre grâce à l'huile d'argan, etc. Donc ils ont su trouver un équilibre de façon naturelle pour garder à la fois leur culture et leur tradition là-bas et pouvoir aussi avoir un développement économique qui soit sain par rapport à l'écosystème. Ouais. Ok, excellent. J'aime bien la façon dont tu parles, en tout cas, de tout ce qui est personnalité, etc. Donc, chaque ville est une personnalité. Mais si je reviens du coup à ce que tu as dit tout à l'heure sur la partie du coup citoyen du monde, un peu dans lequel où tu n'as pas réellement de bagages et tu viens et tu t'ouvres aux autres sociétés. Ilan Benaim, que tu as cité tout à l'heure, il en parle souvent lui aussi. Et du coup, c'est un profil qui te ressemble en quelque sorte sur cette notion-là de double, même triple culture, je pense, pour lui. On avait écouté du coup avec Anwar un podcast de lui. Il était passé chez un podcast qu'on aime beaucoup qui s'appelle Plus 212, que je trouve excellent. Et du coup, dans ce podcast-là, il parlait un peu de l'importance de la diaspora. L'importance en quelque sorte, des Marocains résidant à l'étranger, des entrepreneurs résidant à l'étranger, des business angels résidant à l'étranger qui ont du coup cette origine marocaine, etc. On a vu en France, par exemple dans la Silicon Valley, etc., quand il y avait des Français jeunes qui voulaient entreprendre à la Silicon Valley, etc., il y avait toujours des Français en quelque sorte avec un peu plus d'XP qui venaient les prendre un peu sous leur aile en quelque sorte pour venir les aider sur pas mal de sujets, etc. Et en quelque sorte les accueillir dans cette nouvelle région. Est-ce que tu penses que la diaspora marocaine, aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu trouves qu'il
il y a cette force de réseau et de liaison culturelle aujourd'hui, ça c'est de un. Et de deux, est-ce que du coup, toi, tu as eu l'occasion de parler avec peut-être les entrepreneurs marocains qui sont venus te poser des questions, te demander des conseils, ou même juste de collaborer avec des entrepreneurs marocains dans l'écosystème français avec Crypter ou autre? Ouais, concernant la diaspora, c'est, je pense, un point vraiment important. Déjà, au-delà de la diaspora, il y a une vraie solidarité marocaine hein, quand on va dans un autre pays et quand on se rencontre. Et ce qu'ont fait les Français à la Silicon Valley, hein, parce qu'on sait que ça peut être compliqué d'aller dans un pays étranger quand tu as moins de repères. Donc déjà, ça se fait en France. Hein. Je te parlais d'entrepreneurs qui sont sur Aura Technologies, qui sont entre le Maroc et qui sont entre le Maroc et la France un mois, et qui viennent régulièrement. Donc j'échange beaucoup avec eux. Et donc il y a, je pense, une vraie solidarité. Je sais qu'il y a un fonds d'investissement qui a été lancé par le Maroc pour les entrepreneurs de la diaspora marocaine dessus. Très récemment, j'ai été au consulat du Maroc de Lille qui cherche à fédérer les entrepreneurs marocains des Hauts-de-France. Donc c'est une très très belle initiative. Et donc je pense que toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là sont importantes parce que les Marocains s'internationalisent assez facilement. Donc c'est des gens qui vont au Canada, c'est des gens qui vont aux États-Unis, c'est des gens qui vont en Europe. Et de pouvoir fédérer et de bénéficier de cet écosystème de compétences et d'entraide est important. Et tu parlais du point de contacter ou d'être contacté par des Marocains. Ouais, on commence justement. J'ai fait quelques belles rencontres et cet été, je vais prendre le temps au Maroc d'aller rencontrer des gens là-bas pour pouvoir m'y impliquer. J'avais rencontré aussi des incubateurs Vivatech il y a un an et 2 ans, et je sais que régulièrement l'écosystème marocain vient se mettre en avant. Donc c'est un vrai point important. La solidarité, tu parlais de valeurs culturelles du Maroc, la solidarité marocaine en fait partie et c'est naturellement que ça bénéficie à la diaspora. Ça s'est vu pendant le Covid. On a vu au Maroc comment les Marocains ont aidé les personnes qui étaient bloquées au Maroc, notamment des Américains près de Tanger qui pouvaient pas reprendre le bateau, et comment l'accueil des Marocains et la solidarité a pu s'exprimer. Donc, et le fait d'avoir aussi, comme tu disais, de plus en plus d'entrepreneurs marocains qui réussissent et qui s'exportent et de pouvoir redonner à leur écosystème, je trouve ça super. Ouais, man. Tout le temps, il sort des réponses, tu sors des réponses complètes. Moi, je suis épaté. Je kiffe beaucoup. Et du coup, est-ce qu'on. On peut clôturer cet épisode. On t'a préparé un petit jeu. Ouais. Un jeu, du coup, c'est un jeu qui est assez simple. On n'a pas de téléphone malheureusement. On va essayer de le faire à la tête, mais en gros, on aura plusieurs questions à te poser. C'est des questions à réponse du coup oui ou non. D'accord. Et donc du coup le but c'est d'y répondre assez rapidement, donc pour avoir vraiment ta réaction en quelque sorte la plus vraie en quelque sorte. Et du coup si tu veux on peut commencer alors. T'en fais une, j'en fais une. Yes. Vas-y. Donc t'es prêt Hamid? Go. Let's go. 60 secondes. Si maintenant tu avais le choix de tout refaire à zéro, aurais-tu créé ta startup dans un autre pays que la France? Non. Penses-tu qu'un monde sans mot de passe est possible dans un avenir proche? Oui. Recommanderais-tu à ton moi plus jeune de se lancer dans l'entrepreneuriat plus tôt? Oui. Penses-tu que la diaspora possède un rôle important dans le développement d'un pays à travers ses frontières? Oui. Trouves-tu qu'avoir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle est essentiel pour réussir en tant qu'entrepreneur? Non. Je vais revenir, je vais te répondre oui et non. J'ai le droit? Ouais, bien sûr. Ok, ça va. Une question un peu... Tu préfères la cuisine marocaine à la française? Je préfère la cuisine marocaine. Enfin, yes. Crois-tu que l'écosystème des startups au Maroc évoluera de manière significative dans les années à venir? Oui, je suis très confiant sur le sujet. Ouais. Est-ce que ta double culture marocaine et étrangère t'aide à apporter des perspectives uniques dans ton travail d'entrepreneur? Oui, vraiment. On te propose demain de gravir le mont Everest avec bien évidemment de la préparation, etc. Tu le ferais ou pas? Oui. Penses-tu que la résilience est une qualité essentielle pour surmonter les défis de l'entrepreneuriat? Oui. Te vois-tu continuer à travailler dans le domaine de la cybersécurité et de l'entrepreneuriat à long terme? Oui. Est-on donné ton intérêt pour le vol spatial commercial? On a vu un petit tweet que tu avais retweeté sur SpaceX, etc. Ouais. Donc on s'est dit que ce serait intéressant de titiller là-dessus.
Oui, s'il me donne une place, écoute, j'y vais directement. Ouais. Je trouve qu'on vit une époque fantastique en termes d'exploration spatiale et quand on regarde ce qui se passe, on revient des gamins et on lève les yeux au ciel et on regarde les étoiles qui brillent et je trouve ça magnifique. Mars ou la Lune plutôt? Ouais. Mars. Mars. Ok, intéressant. Penses-tu que les entrepreneurs doivent prendre des risques calculés pour réussir? Je dirais non, parce que ce qui est plus beau parfois, c'est de découvrir ce qu'on n'a pas vu en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu considères l'échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme un obstacle insurmontable? Vraiment, définitivement, comme quelque chose d'exceptionnel pour apprendre. Et enfin, est-ce que tu as aimé faire ce premier épisode de podcast avec nous, Monsieur Hamid Chalkaoui? Écoutez, j'ai adoré. Merci beaucoup pour l'accueil, Ahmed. Merci beaucoup, Anouar. Et je souhaite une très très longue vie à votre magnifique podcast. Merci à toi. Merci à toi de nous avoir accordé ton temps. Je sais que tu t'es déplacé de Lille, même si je sais que tu as l'habitude de te déplacer de Lille, mais quand même, tu nous as accordé ton temps sur une journée par semaine ou que tu fais à Paris. Donc merci énormément. Et longue vie Moroccan Mavericks. Exactement. Marhaba, marhaba et alf marhaba, comment on dit. À bientôt tout le monde. Au revoir. Yes. Bye. Ciao. Bisous, au revoir.